Bonjour à tous. Alors j'en appelle à votre indulgence. Je tâcherai de me faire la voix de mon collègue Patrice Gaudin. Je vais faire de mon mieux. Très bien. Donc il a intitulé son intervention «La cohérence d'une femme révoltée». Cette intervention consacrée à Dewe Gorodé. Elle est précédée ici d'un extrait d'un poème à l'orée du sable. La mémoire est là, au début du sable, du temps. Comme s'il s'agissait de faire contrepoids à une approche trop strictement littéraire de l'œuvre de Dewe Gorodé, on a demandé à un anthropologue de retracer ce qu'a été son parcours politique. La tâche, reconnaissons-le, n'est pas des plus aisées. D'abord parce que littérature et engagement politique sont indissociables chez Dewe Gorodé et qu'à retenir un seul des deux termes, on prend le risque de mutiler l'autre. Ensuite, parce que son itinéraire de vie, tout à la fois et littéraire et politique, ne saurait être détaché de la trajectoire historique de la société kanak à laquelle elle appartenait corps et âme. Enfin, parce que face à un destin tel que le sien, on attend du commentateur bien plus qu'une simple notice biographique, au moins quelques analyses et réflexions qui permettent de comprendre ce qui fait le sens d'une vie et d'une œuvre. Le défi est de taille, et disons-le d'emblée, je ne prétendrai pas le relever pleinement. Il faudrait des compétences et des connaissances, des recherches, une intimité avec l'œuvre, avec les différents combats menés par Dewe Gorodé que je n'ai pas. En 40 ans de présence en Nouvelle-Calédonie, j'ai souvent croisé Dewe, parfois échangé avec elle, mais la rencontre n'a pas eu lieu. Aussi me bornerai-je, dans cette communication, à dégager un seul axe de cohérence dans le parcours biographique qui a été le sien, celui de la révolte qui, chez Dewe Gorodé comme chez Camus, me paraît constituer la clé de voûte non seulement de sa production littéraire et de son action politique, mais aussi, en fait, de toute son existence. Une révolte génératrice et régénératrice si l'on songe à l'ampleur de l'œuvre de Dewe Gorodé et au fait qu'elle participe du réveil et de la lutte de tout un peuple pour son émancipation et d'une certaine manière les incarne. Mais révolte solitaire et exigeante aussi, dont Maurice Weyenberg nous dit dans le dictionnaire Albert Camus qu'elle ne débouche sur aucune forme de consolation et ne s'accommode d'aucun au-delà. Parce que, et littéraire et politique, elle n'est pas seulement un combat contre la colonisation, mais également contre soi-même, un dialogue critique avec sa propre société, avec sa propre culture, une douloureuse confrontation à l'empare d'ombre, avec, au bout du chemin, le risque de ne pas être entendu. Pour comprendre cette révolte, cette aventure tout à la fois solitaire et solidaire, partons de ce qu'à la suite de l'historien Marc Ferraud, dans un ouvrage récent, j'appellerai l'entrée dans la vie de Dewe Gorodé. L'entrée dans la vie, pour Marc Ferraud, est le premier travail payé, le premier amour, la première blessure morale, la première participation à l'activité de la cité. Ce moment où la vie bascule et prend un tournant décisif qui détermine ensuite, sinon tout l'itinéraire de la personne, du moins sa cohérence. L'entrée dans la vie, c'est le surgissement de l'événement ou la suite d'événements inattendus qui fait éclore un destin individuel, mais également qui, au travers de ce destin, donne forme et consistance à un de ces mouvements collectifs qui font l'histoire des humains. Dans le cas de Dewe Gorodé, on peut facilement s'accorder à déceler ce moment crucial dans ses études en France hexagonale où elle arrive en 1969 et obtient en 1973 une licence de lettres modernes de l'université Paul Valéry de Montpellier. Là, nous dit Claudine Ouéry, la correspondante du Monde à Nouméa, elle prend pleinement conscience de sa condition de colonisée. D'une part, à cette époque, comme Dewe l'explique elle-même dans une interview de 2010, citée par la journaliste, il y avait beaucoup d'agitation dans les universités. J'ai, confie-t-elle, commencé à écouter et à entendre ce que disaient notamment les étudiants d'autres pays. Et je me suis rendu compte que ce que vivait leur peuple était ce qu'on vivait, nous, les Kanaks. D'autre part, c'est la période où Dewe prend la mesure de son appétence personnelle pour l'écriture, notamment poétique. La période également où, on le sait, on l'a répété, elle lit Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas, ainsi que Frantz Fanon, Albert Memmi, Karl Marx, Lénine et Rosa Luxembourg. De 1969 à 1973, quelque chose se cristallise en Dewe Gorodé, un lien organique, quasiment viscéral, entre écriture, anticolonialisme et identité kanak, qui trouve sa concrétisation dès son retour au pays. Cette même année 1973, elle décroche sa licence,
Dewey s'engage dans le mouvement des Foulards Rouges, dont elle assure quelque temps la présidence. Puis, en 1974, elle contribue à la création du groupe 1878. Ce sont là, on le sait, deux groupes de jeunes militants kanaks, le premier fondé par les loyaltiens autour de Nidosh Neslin, porte alors les principales revendications sur l'identité kanak. Le second, rassemblant des jeunes de la Grande Terre, dont Eli Poigoun, y ajoute la restitution des terres ancestrales confisquées par la colonisation. Ensemble, ils ne tarderont pas à exiger la décolonisation et l'indépendance du pays. Et c'est avec eux que Dewey Gorodé participe en 1976 à la fondation du PALICA, Parti de libération kanak, puis en 1984 à celle du FLNKS, le Front de libération nationale kanak socialiste. Elle ne les quittera jamais et témoignera en 2006 de la fidélité de son engagement dans un essai qui demanderait à être plus lu et mieux lu, les 30 ans du PALICA en chemin vers la citoyenneté. C'est le titre de l'essai. Car l'engagement de Dewey Gorodé est total et lui vaut entre 1974 et 1977 plusieurs peines de prison. En 1974, pour avoir manifesté avec Suzanne Houney, une autre militante kanak des premières heures, contre les célébrations officielles de la prise de possession de l'archipel par la France le 24 septembre 1853, sempiternelle bêtise du colonisateur, l'emprisonnement non pas comme sanction, mais comme confirmation involontaire de la valeur d'une révolte. En prison, Dewey rédige une partie des poèmes qui composent le recueil Sous les cendres des conques, publié en 1984 par Edipop, la maison d'édition du FLNKS, alors dirigée par Ismet Kurtovic, qui sera un temps l'un de ses plus proches collaborateurs lorsqu'elle deviendra ministre de la Culture du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Chez Dewey Gorodé, écriture et politique sont les deux faces d'une même révolte. Poétique, l'écriture dit la force de l'engagement. Radical, l'engagement témoigne de la vérité de l'écriture. Maintenant, il importe de ne pas se méprendre sur le sens de la révolte qui se révèle dans ces années 70. À la réduire au seul combat politique et littéraire, on prend le risque de l'amputer de ce qui en constitue peut-être la dimension la plus personnelle, la plus séminale de cette révolte. Toute entrée dans la vie est aussi résonance avec d'autres événements qui l'ont précédée et dont elle dévoile soudainement ou progressivement la profonde signification jusque-là demeurée inaperçue, obscure ou cachée. Je ne suis pas suffisamment connaisseur de la biographie et de l'œuvre de Dewey Gorodé pour prétendre repérer à coup sûr ces événements. Mais à partir de ce que nous savons de sa vie, il semble utile de souligner ici le poids évident de son héritage familial. Car Dewey Gorodé, on ne le perçoit pas toujours, est une héritière. Née en juin 1949, elle est la descendante de toute une lignée de pasteurs protestants originaires de Ponériouin sur la côte est de la Grande Terre, notamment de la tribu de l'Embouchure, pardonnez mon Païchi, Poariwa en langue Païchi. Ces pasteurs, qui comme souvent à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, sont aussi des écrivains. Des pasteurs aussi qui, de par leur action pastorale, ont été les premiers opposants à la colonisation française et parmi les premiers réformateurs des mœurs et coutumes de la société kanak. En premier lieu, Dewey Gorodé est la fille de Waya Gorodé, pasteur et chef de clan décédé en 1981, qui est l'auteur d'une impressionnante somme sur sa vie, ses croyances personnelles et sur sa culture. Somme intitulée « Mon école du silence », aujourd'hui encore largement inédite. Jusqu'à sa mort, Dewey travaillera avec son ami Bernard Gasser, professeur de lettres, à la transcription et à la traduction des manuscrits de son père en vue de leur éventuelle publication. Labeur titanesque, quand on sait que l'opus établi à partir de ces manuscrits compte actuellement plusieurs milliers de pages, qu'il est principalement rédigé en Païchi et en Nje, mais contient aussi des passages en français et de nombreuses autres langues de la Grande Terre et des îles Loyauté. Le grand-père paternel de Dewey Gorodé est Philippe Gorodé, né vers 1885, mort en 1971, qui a également légué plusieurs textes. Converti, devenu pasteur en 1912, nous dit Dominique Jouve, il a été l'un des informateurs du missionnaire et ethnologue Maurice Lénart, lequel, tout au long de ses séjours en Nouvelle-Calédonie, a invité ses collaborateurs kanaks à écrire sur leur communauté, leur culture et leur histoire.
Quant au grand-père maternel de Dewey, c'est Elisha Nebai, 1886-1957, qui a fait ses études à l'école biblique de Doneva en même temps que Philippe et qui, lui aussi, après sa conversion, est devenu pasteur et un informateur éloquent et prolifique de Maurice Lénart. C'est sur la base de cet héritage familial, me semble-t-il, que prend pleinement sens la révolte de la jeune écrivaine et licenciée de lettres modernes. Toute sa vie, Dewey Gorodé se sentira comptable de la préservation et de la valorisation de ce patrimoine littéraire, comme elle se fera aussi plus globalement un devoir de défendre et de transmettre sa langue et sa culture d'origine aux plus jeunes. Quelques repères chronologiques suffisent à apprécier la permanence de l'engagement en ce domaine. Dewey enseigne le Paichi au sein de l'école populaire kanak de sa tribu de l'Embouchure de 1985 à 1988, puis à Doneva de 1988 à 1996 et au lycée public de Point-d'Imier de 1996 à 1997. Entre 1994 et 1995, au sein de l'Agence de développement de la culture kanak, la DCK, elle s'implique fortement dans le travail de préfiguration du futur centre culturel Chibaou. Plus tard, devenue membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, elle est chargée de l'enseignement des langues kanak et contribue de manière décisive à la rédaction puis à l'adoption par le Congrès de la délibération 265 du 17 janvier 2007 portant sur la création et organisation de l'Académie des langues kanak. Elle siégera ensuite longtemps au conseil d'administration de cette académie. La révolte de Dewey Gorodé est aussi un combat pour une identité, non sans heurts parfois. En 1975, date du festival Mélanésia 2000, Dewey fait partie de ceux qui dénoncent, dans l'événement organisé par Jean-Marie Chibaou et Jacques Yekawe, une prostitution et une folklorisation de la culture kanak. En l'an 2000, elle reviendra partiellement sur ce jugement en faisant de Jean-Marie Chibaou la figure centrale d'une pièce de théâtre, Kanaké 2000, mise en scène par Pierre Gopp, à l'occasion du 8e Festival des Arts du Pacifique à Nouméa. Par ailleurs, fidélité à un héritage ne signifie pas approbation béate. Sa lutte contre le colonialisme et pour l'identité kanak est aussi une dénonciation et un refus de tout ce qui, dans la société comme dans le combat politique, les avilit et les défigure. La cohérence des engagements n'est pas donnée, elle se construit dans la douleur. Dès la création du Palika, avec sa sœur de lutte Suzanne Ouney, Dewey affirme le lien indissociable de la lutte pour l'indépendance kanak et socialiste et du combat pour la cause des femmes. En 1982, au moment de la constitution du FLNKS, elle contribue à la création du groupe des femmes kanaks et exploitées en lutte, le GFKEL, qui sans doute émerge trop tôt et se dissoudra 4 ans plus tard, non sans avoir mené quelques actions d'éclat sur le terrain. Puis c'est avec Marie-Claude Chibaou qu'en 1982, Dewey se rend au Mali pour une mission de soutien à la cause des femmes. Parallèlement à l'engagement à la fois indépendantiste et féministe de Dewey, se retrouve dans le regard acéré qu'elle porte dans la plupart de ses ouvrages sur les multiples travers de la société et des siens, coutumiers et politiques. Juste quelques titres, pour exemple. Entre 1994 et 1996, c'est la publication d'Outé Moluno, Petite fleur de cocotier et de l'agenda, où transparaissent certaines souffrances persistantes des communautés kanak malgré les évolutions politiques. En 2005, c'est L'Épave, son premier roman, aussi premier roman kanak, où Dewey Gorodé dénonce les violences faites aux femmes, parfois dès l'enfance, au sein même de leur famille, ainsi que leur soumission physique et morale aux désirs impitoyables des hommes. Je cite Dewey Gorodé, je cite Gilbert Bladinière, pardon. L'Épave n'est pas un roman de plus, nous dit son éditeur Gilbert Bladinière. C'est une œuvre fondatrice d'une écriture kanak contemporaine, inventive et courageuse, la voix d'une femme qui brise le silence autour des maux du sexe et des violences faites à ses pairs. En 2012, Dewey publie la fresque Tado Tadowe, où elle semble vouloir, à travers la narration du devenir parallèle d'une petite fille et de sa société au XXe siècle, récapituler l'ensemble de ses engagements, indépendantistes, marxistes, féministes et littéraires, comme un effort pour dire toute la cohérence de son parcours de femme en perpétuelle révolte. Au plan politique,
Les critiques sont parfois vives que Dewey Gorodé adresse aux partis politiques partenaires du Palika au sein du FLNKS. Son héritage familial n'est pas uniquement littéraire et culturel, il est aussi, je l'ai déjà évoqué, social et politique. Ses grands-pères, Philippe Gorodé et Elisha Nebaï, ont joué un grand rôle dans la conversion des communautés kanaks du centre et du centre-nord de la Grande Terre. À partir de l'école missionnaire de Doneva, dans la basse vallée de Wailu, ils ont aussi contribué à la diffusion des idées protestantes sur la nécessaire réorganisation de la vie familiale et tribale des communautés kanaks. En 1947, son père est l'un des membres fondateurs de l'Association des indigènes calédoniens, de l'Association des indigènes calédoniens et loalatiens français, l'AICLF, qui, quelques années plus tard, participera à l'Union des indigènes calédoniens amis de la liberté dans l'ordre, l'UICALO, d'obédience catholique, pour constituer l'Union calédonienne, le grand parti autonomiste calédonien des années 50 et 60. Et dans le milieu des années 50, Waya Gorodé a pris une grande part aux débats qui conduisent en 1957-58 à la scission de l'Église évangélique de la Nouvelle-Calédonie, avec les implications politiques que l'on sait. Sous l'impulsion du pasteur Raymond Charlemagne, la direction de l'AICLF passe du soutien à l'Union calédonienne de Maurice Lenormand et de Roch Pidgeot à une alliance avec l'administration et plus tard avec les partis calédoniens opposés à l'indépendance. Le vieux Waya Gorodé en conservera des blessures. Et dès lors, on comprend mieux encore l'engagement de Dewey en 1973 dans les rangs de groupes dans le rang de groupes qui contestent le réformisme de l'Union calédonienne et les traits souvent tranchants et mordants qu'elle ne cessera jamais de lancer contre ce parti, même après qu'à son congrès de Bourail en 1977, ce parti ait rejoint le camp indépendantiste. Relevons néanmoins quelques autres combats qui n'ont pas toujours été identifiés comme tels. Indépendantiste, mais fidèle à son héritage, Dewey Gorodé n'oppose pas ce qui n'a pas à l'être. Elle travaille à la réconciliation des contraires. Dans ses écrits, comme parmi ses semblables, non sans parfois une certaine âpreté. La révolte, la vraie, n'est pas la colère, elle est aussi, et peut-être d'abord, le travail de soi sur soi. Les œuvres de Dewey Gorodé sont rédigées et publiées en français, cette langue qu'elle connaît bien, qu'elle a appris à décrire et à analyser à l'université Paul Valéry, qu'elle a ensuite enseigné au collège catholique Marie-Reine Tabor du Mont-d'Or, puis au lycée d'Oneva à Wailu, mais ses œuvres sont aussi nourries de poésie, de contes, de chants de sa propre culture païchi, comme un écho à l'écriture multilingue de son père. En 2002, Dewey collabore à un recueil de nouvelles, Le vol de la parole, avec Weniko Iadje, alors directeur de l'Académie des langues kanak, qu'elle a plus que contribué à créer. Mais en 1999, c'est avec Nicolas Kurtovic, qui n'est pourtant pas de son bord politique, qu'elle a croisé les écritures et rédigé les 18 poèmes qui forment le recueil Dire le vrai. Enfin, c'est Dewey Gorodé qui, membre du gouvernement calédonien, transforme en 2004 la date du 24 septembre, anniversaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France et jour de deuil kanak, en fête de la citoyenneté destinée à rassembler toutes les communautés culturelles du pays. La révolte est aussi recherche forcée de dialogue et volonté de dépassement, de rencontre et d'union contre la dureté du réel. Mais ce ne sont toujours là que quelques dates parmi les plus saillantes. Il faudrait y ajouter son implication dans la détermination des signes identitaires du pays, voulus par l'accord de Nouméa de 1998, ou encore ses actions en faveur de la promotion de l'activité littéraire, de la lecture et de l'économie du livre, avec notamment la création du Salon international du livre océanien, le SILO, à partir de 2003. Mais quel sens y aurait-il à égrener les diverses actions d'une militante obstinée qui, sans discontinuité, pendant 20 ans, de 1999 à 2019, a été au sein du gouvernement calédonien en charge de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté, si on ne peut en analyser les enjeux. Citons seulement, ici une fois de plus, Claudine Ouéry du journal Le Monde, qui dans son article nécrologique rappelle que chantre de la culture kanak, Dewey fut aussi avocate de la multiculturalité et que militante du Palika, elle n'a cessé d'œuvrer
à l'avènement de la culture kanak et océanienne comme socle du destin commun pour un pays indépendant et souverain voulu par son parti. Jusqu'au bout, Dewey a été fidèle à son parti, mais jusqu'au bout, elle a su faire jouer sa différence. Je l'ai dit, au risque de ne pas être comprise. Nul doute pourtant que son œuvre et son action soient à l'avenir source d'inspiration pour de nombreux jeunes Kanaks. La révolte, comme en témoigne amplement le parcours de Dewey Gorodé, n'est pas uniquement un fait politique, elle est une évidence existentielle qui tient sa radicalité tout à la fois de son caractère moral et existentiel et de ses douloureux croisements avec l'histoire des hommes ici-bas. Jamais Dewey Gorodé ne renoncera à ses idéaux de jeunesse. Merci.